Et voilà, d'après les résultats d'une revue d'études publiée l'an dernier dans le journal Psychiatry Research, 180 millions d'adultes seraient atteints du trouble du déficit de l'attention, la plupart du temps associé à un trouble chez les enfants. Et bien chez l'adulte, les symptômes peuvent être plus dissimulés ou différents, étant plutôt liés à l'inattention. Alors sans aller jusqu'à parler aujourd'hui des troubles de l'inattention ou de l'attention, en cette rentrée, après avoir vagabondé quelque peu pendant plusieurs semaines sans gros efforts intellectuels à produire, comment se reconcentrer à la rentrée? Je vous propose d'explorer ce sujet avec mes 3 invités du jour. Cette émission, je vous le rappelle, qui est diffusée sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et je suis très heureuse de recevoir, pour commencer, Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir en cette rentrée scolaire, n'est-ce pas? Mais pas seulement, vous êtes toujours directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Vous avez tout fraîchement publié l'année dernière dans Le Cerveau 2 aux éditions des Presses de la Cité. Nous sommes également en compagnie de mes 2 invités qui ont coécrit cet ouvrage L'art de l'attention chez Erol, se concentrer dans un environnement de distraction. Il y en a des outils là-dedans. Justement pour réattaquer cette rentrée en reprenant le chemin de l'école avec attention, ou le chemin du travail avec attention. Bref, Régis Rossi, bonjour. Bonjour. Régis Rossi, vous êtes conférencier, vous avez démontré à partir des mécanismes de l'illusion comment les émotions conditionnent nos perceptions, nos prises de décision, ainsi que nos comportements. Vous avez donc écrit cet ouvrage avec Didier Noyer qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Marie. Ravi de vous recevoir. Vous êtes spécialiste du développement des ressources humaines. Vous avez publié de nombreux livres, vous, pour le coup, sur la communication et le management. Vous avez donc coécrit cet ouvrage chez Erol. Alors moi, j'ai effectivement une question que tout le monde se pose en cette rentrée scolaire. Après les apéros, après les journées sans compter les heures, après les grasses mat et autres flâneries liées à l'été, comment est-ce qu'on fait pour attaquer cette rentrée en disant je vais attaquer le travail, je vais attaquer l'école, bref, que l'on ait 7 ou 77 ans, comment est-ce qu'on va arriver à se reconcentrer, Sylvie Chocron? Le cerveau, il doit prendre cher, non? Cette semaine. Alors, Marie-Ange, pas du tout. Donc déjà, on va éliminer un neuromythe qui est que pendant l'été, on ne ferait pas travailler son cerveau. Pendant l'été, ce qui repose notre cerveau, c'est pas de ne pas le faire travailler, parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'on discute, parce qu'on lit, parce qu'on visite, parce qu'on fait des tas de nouvelles expériences, parce que... Même quand on flâne? Même quand on flâne, au contraire, quand on flâne. Parce que quand on flâne, on est dans une attitude de découverte, de curiosité, de contemplation. On regarde autour de nous, et ça stimule énormément notre attention. Donc en fait, je voudrais rassurer tout le monde, ce qui repose le cerveau pendant les vacances, c'est pas de ne pas travailler, au contraire, c'est de réduire le stress et de réduire les situations de multitâches, ces situations où on est en train de faire 1000 choses à la fois et qui nous épuisent parce qu'on n'est pas fait pour ça. Est-ce que Didier Noyer confirme cette information côté boulot, côté rentrée au travail? Oui, tout à fait. Et puis ce qui va être important, c'est de bien protéger son sommeil. On n'a pas encore parlé du sommeil. Ça va être important pour être en forme. Et souvent, le sommeil est malmené. Il est malmené parce que on se couche tard. On se couche tard et on regarde la télévision. Il y a les écrans. 70% des jeunes qui regardent la télévision avant d'aller se coucher. Et puis les smartphones pendant des heures, les réseaux, sans en parler, parce que la télé, bon... donc ça dégrade les facultés de concentration. Ça, Sylvie ne va pas vous dire le contraire. Non, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez raison de parler du sommeil, parce que ce qui nous repose aussi pendant l'été, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contraintes forcément de sommeil. Si on s'est couché tard, on a la possibilité de se lever tard. Et on va mettre en place ce qu'on appelle un jet lag social, c'est-à-dire que du fait de nos activités sociales, on décale l'heure du coucher et on décale l'heure du lever. Et ce qui est dur à la rentrée, ce qui nous fatigue, c'est bien sûr de reprendre un rythme avec des contraintes, mais c'est aussi de se refixer des contraintes en termes de sommeil et d'être à l'écoute du besoin de sommeil qu'on va avoir. Ouais, vous confirmez effectivement, Régis Rossi, vous avez à peu près le même point de vue ou pas tout à fait? Oui. En réalité, on n'a pas de bouton on-off. Le cerveau, il ne peut pas s'arrêter. Je pensais. On était un peu en off plus ou moins, quoi, avec les vacances. Non, mais en fait, on va faire travailler d'autres zones cérébrales, sans doute, parce que la lecture va se faire davantage l'été que lors de l'année, parce qu'on prend le temps, enfin le temps de se poser et du coup de laisser l'imaginaire,
l'imagination gambader. Ça libère quelque chose d'autre qu'on a du mal à faire, malheureusement, à laisser comme poindre tout au long de l'année, en fait. C'est ça, Sylvie Choperon? Oui, en fait, pendant les vacances, vous êtes dans une situation où vous vous abandonnez à ce qu'on appelle le vagabondage mental. J'aime Donc bien vous ce êtes, mot. vous êtes sur la plage, vous entendez le bruit des vagues, les conversations autour, votre esprit vogue de vos perceptions jusqu'à vos projets, ce que vous avez fait pendant l'année. Et ce vagabondage mental, il est crucial, c'est un excellent travail pour le cerveau, parce que c'est à ce moment-là que le cerveau met en relation tout ce qu'il a fait par le passé et tout ce qu'il va faire ensuite. Et donc, c'est un moment crucial d'activité cérébrale, alors que vous avez l'impression que votre cerveau ne travaille pas. Donc, c'est pour ça que je voudrais dire qu'il y a tout un tas de neuromythes, c'est-à-dire des mythes sur le cerveau. On pense que notre cerveau ne travaille pas quand on lui demande rien, mais c'est quand on lui demande rien que lui travaille beaucoup. Donc, il faut évacuer cette idée que notre cerveau n'a rien fait pendant l'été. Il a fait autre chose. Sauf que, effectivement, nos écrans sont quand même les pires ennemis de l'attention, n'est-ce pas, et de la concentration. Alors, on y vient. C'est pour ça que je me suis permise de commencer cette émission, d'introduire cette émission par ces chiffres qui augmentent chaque année, évidemment. Et c'est lié principalement à ces fichus écrans. On est bien d'accord, hein, les uns les autres. Oui, alors je pense que c'est difficile de parler de troubles de l'attention avec hyperactivité, de dire que les adultes ont vraiment un trouble de l'attention. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des difficultés de plus en plus à faire attention. Et surtout, ils ont une espèce d'intolérance à faire attention à une seule chose à la fois. Et donc, ce qui va redevenir difficile à la rentrée, c'est effectivement de pouvoir contrôler notre attention qu'on appelle soutenue, qui est celle qu'on appelle concentration dans la vie de tous les jours, et qui est cette capacité à maintenir notre attention sur une tâche en vue d'un but, d'un projet qu'on doit mener à bien. Oui, alors il y a peut-être des dessins dans cet ouvrage, effectivement, l'art de l'attention. Je pense que Régis et Didier Noyer vont confirmer, effectivement, tous les travers liés au numérique, quoi, au smartphone, aux écrans d'ordinateur quand on est au travail, etc. Et là, l'attention, elle prend très très cher dès la rentrée. Déjà qu'on avait du mal à couper les écrans tout l'été, même si certains ont fait des détox, etc. Et ça, c'est très très bien. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Mais voilà, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour... Alors moi, cet été, je voyais un jeune d'une quinzaine d'années qui faisait des révisions de physique-chimie. Et alors, en même temps, il avait la tablette pour surveiller ce qui se passait au JO. D'accord. Et il était convaincu que ça l'aidait à travailler. C'est votre neveu? Non, je plaisante. non, mais c'est complètement faux. Parce que lui, ça serait pris, hein, à la tronche. C'est incroyable. C'est complètement faux. Convaincu que ça l'aide. Alors que c'est impossible. Alors là, Sylvie va vous expliquer un truc. Bien sûr, oui. C'est impossible que Sylvie, on est d'accord? Petite nuance. On n'est pas du tout tous égaux en termes d'attention et on ne fonctionne pas de la même manière. Donc vous avez remarqué qu'il y a des gens qui préfèrent travailler dans un café et d'autres qui préfèrent travailler à la bibliothèque. C'est pas un mythe. Ceux qui travaillent à la bibliothèque le font parce qu'ils ne peuvent pas inhiber des distracteurs. Donc s'il y avait du bruit, ils ne pourraient pas inhiber ce bruit-là pour travailler. Donc ils ont besoin du silence. Ceux qui travaillent au café le font parce que s'ils étaient dans le silence, ils n'arriveraient pas à mobiliser leur attention. On ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut qu'ils augmentent le niveau de difficulté et qu'il y ait des distracteurs à éliminer pour pouvoir travailler. Donc, attention, on ne juge pas les ados qui travaillent devant la télé, devant les écrans ou au café. Je suis choquée. Oui, vous pouvez l'être. Là aussi, c'est un mythe. On ne juge pas les gens qui travaillent au café ou avec de la musique ou avec quelque chose à côté d'eux. C'est parce que pour activer toute leur capacité attentionnelle, pour activer le réseau de l'attention, ils ont à la fois besoin de négliger des distracteurs et de mobiliser leur attention sur une cible. Donc on ne leur interdit pas, parce que si on les mettait dans le silence, sans musique, sans télé, sans tablette, sans café, peut-être qu'ils ne pourraient pas mobiliser leur attention. Il y a une espèce d'illusion là-dedans, d'ailleurs. Oui, on fait illusion sur une partie du cerveau. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir les résultats. C'est-à-dire que si ce jeune étudiant réussit parfaitement ses examens... On ne saura jamais. Didier, on peut savoir? On ne sait pas encore. Non, mais s'il les réussit, c'est que ça marche. Des personnes qui peuvent parfois faire du multitâche à outrance, on va se le dire, eh bien, réussissent à créer des environnements professionnels et personnels qui sont plutôt bons, bienveillants. Donc, il n'y a pas de règles en définitive, mais il y a quand même des points de vigilance à avoir. Aujourd'hui, on estime que à peu près un quart de la population, 25%,
de la population est nomophobe, c'est-à-dire anxieux quand on est séparé de son téléphone. Ça, c'est un sujet, hein, pardon, mais c'est vraiment un sujet. C'est un vrai sujet. Ça veut dire que, et moi qui fais des conférences, si je pose la question, vous sentez-vous nomophobe? On peut se dire, mais les gens ne vont pas le dire. Mais non, mais les gens lèvent la main. Et vous avez un quart de la salle qui estime qu'effectivement, si on la prive de son téléphone, elle perd quelque chose. Elle perd un bout d'elle-même et ça la met en stress, en anxiété. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de détox obligatoire, si on ne se force pas soi-même à se débarrasser pendant au moins une semaine, on a une invitée il y a quelques jours, oui c'est ça, hier, qui nous a parlé de ça, effectivement, de cette volonté. Elle a décidé pendant une semaine, elle a l'impression que ça a duré 1 an sans son téléphone. C'est dire, on est beaucoup plus que ça. C'est pas 25%, c'est 80%. Mais Sylvie, pas possible. Non, en fait, je voulais vous répondre sur autre chose. Il y a une énorme différence entre choisir de mettre de la musique, d'aller au café pendant qu'on travaille ou d'avoir les JO en arrière-plan. Et subir. Hein. Et répondre de manière automatique, passive, à des notifications qui arrivent. Donc il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre ce qu'on se met en arrière-plan parce que ça nous aide à augmenter le niveau d'éveil et ça nous aide à nous motiver. Est-ce qu'on peut dire que ça nous met dans une sorte de transe? Une petite transe. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est pas tout à fait de ça. transe, non, je dirais pas. Mais en fait, ça nous aide à vraiment à mobiliser notre attention, à être plus vigilant. Donc, par exemple, il y a des gens qui, quand ils ont une longue route à faire, s'ils mettent pas la radio, ils ont très peur d'être moins vigilants en conduisant que s'il y a la radio. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Et donc, il faut s'autoriser à avoir comme ça, à reconnaître et à choisir volontairement des choses qui nous aident. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être en train d'essayer de faire une tâche et d'avoir des notifications qui arrivent sans cesse et de ne pas pouvoir s'empêcher de les regarder. Et là, c'était le cas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est la catastrophe, disait. Oui, donc là, on a intérêt à se discipliner, à dompter ces appareils numériques. Et à reprendre la main sur notre fonctionnement intentionnel. Un cadre est interrompu toutes les 12 minutes, source d'erreur, temps de reconnexion important, etc. Aussi interrompu par des collègues, par quelqu'un qui passe. Donc il y a toutes sortes d'interruptions involontaires et qui sont très perturbantes. Exactement. Alors comment est-ce qu'on fait pour compenser ça, effectivement? On peut protéger des lieux et on peut protéger des moments. Il peut y avoir des périodes où on peut s'isoler, il peut y avoir même des lieux où ne pas déranger, etc. Et que ça soit tout à fait normal de ne pas répondre immédiatement, ni même rapidement. Les messages par mail, c'est pas de la communication immédiate. On peut très bien reporter une réponse. Ça nous use, littéralement. Bien sûr. Les réactions, les réponses aux notifications, c'est une catastrophe. Il faut protéger des plages de tranquillité qui permettent de se concentrer sur quelque chose d'important. Et je dirais qu'à la rentrée, en fait, un conseil qu'on peut donner, c'est justement essayer de mettre son téléphone sur mode avion pendant d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes. Pas une semaine tout de suite. Et augmenter le temps pendant lequel on va essayer de se reconcentrer véritablement sur une tâche. Parce que ce que vous perdez pendant les vacances, c'est effectivement cette capacité de maîtrise de ce que nous, on appelle l'attention soutenue et de ce que tout le monde appelle la concentration. C'est la même chose. Et donc, en fait, on n'a plus la main là-dessus parce que pendant les vacances, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas mobilisé volontairement notre attention. On ne s'est pas dit, je vais aller voir une expo et je vais rester 6 minutes devant chaque tableau. Vous voyez, on ne fait pas ça. Ou bien je vais me mettre devant la mer et je vais regarder pendant 4 minutes 30, je vais regarder les vagues. Vous voyez. Donc, ce n'est pas le même mode d'utilisation de l'attention. On ne time pas les choses. Exactement. En fait. Donc, pendant les vacances, on laisse notre attention être captée par notre environnement de manière tout à fait spontanée, sans la contrôler. Puis on revient au travail et là, on nous demande de contrôler notre attention pour faire des tâches particulières. Et donc, il va falloir reprendre la main sur le fonctionnement volontaire de l'attention et augmenter progressivement la durée pendant laquelle on fait attention volontairement de manière contrôlée. Ouais, ça s'apprend, ça, effectivement. Quand on l'a fait de façon presque subie, de façon naturelle pendant les vacances, notamment l'été, parce qu'on a 1 mois pour les chanceux, évidemment, pour les plus chanceux, pour justement vagabonder, comme l'a dit Sylvie, etc., laisser un peu notre esprit sans chrono. Parce que c'est vrai que le chrono, moi je l'ai vécu moi-même, on l'a tous vécu, je pense, autour de cette table. Passer 1 mois ou 2 sans chronomètre, c'est juste un bonheur immodéré, n'est-ce pas? Oui, mais je souscris, effectivement. Le soir, par exemple, après une belle journée de travail, je conseille toujours de mettre en mode avion le portable de
peut-être 19h à 21h pour se consacrer pleinement à sa famille, à ses enfants, à son conjoint, pour être pleinement investi. Vous n'allez pas vous faire que des copains, là. Hein. Mais, non, mais ça pose aucun problème. En fait, au départ... C'est vrai, vous croyez? Oui, non, mais je le crois pas, je le sais. Mails. Ah ouais. En définitive, les gens, même les personnes qui sont vraiment très accros au portable, au départ, disent non, mais c'est impossible. Mais en réalité, rien n'est impossible. Et donc, effectivement, la méthode des petits pas, c'est la meilleure. Donc, c'est de dire, commencez par une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures. Et en fait, entre 19h et 21h, oui, pour les nomophobes. Exactement. Mais en réalité, on se rend compte qu'on va développer une qualité d'attention, d'écoute et de relation avec sa famille qu'on n'avait pas avant. Donc, ça a des impacts. Et quand vous avez gagné ça, vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Parce que, évidemment, ce dont on ne parle pas, c'est les conflits. C'est les conflits que génère, évidemment, une trop-présence ou une inattention, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai, hein. que l'on peut avoir autour de soi. C'est vrai. Hein. On n'en peut plus de voir son conjoint. Et du coup, les enfants nous voient. En plus, ils nous imitent. Enfin, c'est la catastrophe. Et là, c'est effectivement le cercle vicieux dans lequel il ne faut pas tomber. On est là pour en parler en cette rentrée scolaire. Un exutoire que nous propose tout de suite Alex Doré. On se retrouve juste après. À tout de suite. Poids lourd sur ton âme, chercher l'exutoire qui libère ton cœur des peines qui le leurrent. Mélodie mineure sur accord diminué, résolution premier degré, soulager la rage aimée. Crier ses peines en clé de sol, verser ses larmes sur une portée en 4 temps. Retomber en majeur pour ne pas perdre la mesure, croire encore que je peux t'aimer, me perdre dans tes folies. Mélodie mineure sur accord diminué, résolution premier degré, soulager la rage aimée. Crier ses peines en clé de sol, verser ses larmes sur une portée en 4 temps. Terminer sans rythme pour repérer à nouveau celui du cœur et se sentir soulagé. Et se sentir soulagé. Laisser son cerveau un petit peu vagabonder, s'échapper, l'exutoire, signe Alex Doré. Merci François Dieudonné pour ces virgules musicales qui font honneur à cette émission Quête de sens. Comment se reconcentrer à la rentrée? Pas simple avec ces fichus rectangles noirs qui nous envahissent.
nuit et jour parfois. Sylvie Checron est avec nous, toujours neuropsychologue qu'elle est, directrice de recherche au CNRS, qui a publié dans Le cerveau 2, 3 petits points, aux presses de la Cité, une espèce de voyage dans nos cerveaux, dans différents cerveaux d'ailleurs. Combien ? 50 ? 20 ? Non, je sais plus. 16. 16, déjà pas mal. 16 façons de fonctionner différentes. C'est passionnant. Régis Rossi et Didier Noyer ont co-signé cet ouvrage, L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui chez Erol. Alors, on va voir justement, parce que c'est vrai que la vie est stressante, la vie est dure, incertaine, pleine de... Voilà, on est en pleine crise, pleine d'angoisse, pleine de rapidité, pleine de tâches à remplir de plus en plus rapidement, de façon de plus en plus performante. En tout cas, c'est une somme d'injonctions qui nous sont imposées chaque année et de façon de plus en plus importante et nombreuse. Et on peut comprendre qu'on a besoin à ce moment-là d'exutoire. Alors, on parlera après des influenceurs parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est les personnes qui ont besoin, effectivement, nuit et jour, quasiment, de se produire, de se montrer sur les réseaux sociaux et donc qui ont le nez toute la journée dans la vie virtuelle. En revanche, c'est intéressant de prendre la balle au bond, si je puis dire, autour de cet exutoire. Qu'est-ce qu'on fait pour se récompenser, puisqu'on sait que ça nous envoie de la dopamine, ces fichues notifications, ces likes surtout, ces commentaires, etc. Les uns les autres, qui veut commencer à répondre à cette fichue question? Qu'est-ce qu'on fait pour s'évader quand la vie est dure au quotidien, hormis les réseaux, hormis regarder son téléphone tout le temps? Alors moi, je peux peut-être répondre sur le plan purement cérébral et rappeler que dans notre cerveau, nous avons un circuit de la récompense. On n'en a pas plein. On n'en a pas un pour les réseaux sociaux, un pour le chocolat, un pour les vacances, un pour le cinéma, un pour les relations sociales. On a un seul circuit de la récompense. Ce qui veut dire que ce circuit, on a la chance de pouvoir l'activer par plein de moyens différents. Et c'est pas parce que on va se décrocher un petit peu des réseaux ou des influenceurs ou de nos relations virtuelles qu'on ne pourra pas avoir à nouveau de la dopamine, cette hormone du plaisir qui sera libérée dans d'autres situations. Donc du coup, ce qu'il faut réapprendre, et c'est vraiment un réapprentissage, c'est à profiter des moments qui nous font du bien, des gens qui nous font du bien, des situations qui nous font du bien, des aliments qui nous font du bien. Les nutritionnistes nous alertent sur le fait qu'on ne mange plus en pleine conscience parce qu'on mange devant nos écrans. Et donc, on ne prend plus le temps, et notre estomac et notre cerveau ne prend plus le temps, ni d'apprécier, ni d'évaluer combien on a mangé, ni si c'était bon, et que c'est ce qui, en particulier, génère une épidémie d'obésité et de troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est pour l'alimentation, mais je pourrais vous dire ça pour tous les domaines. Donc, il faut réapprendre à activer notre circuit de la récompense dans plein de domaines différents, y compris lorsqu'on fait un effort pour faire attention. C'est-à-dire que couper notre téléphone et se contraindre à faire attention peut devenir quelque chose qui est une source de plaisir parce qu'on a réussi à se concentrer et parce qu'on a réussi à mener à bien un problème ou à atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Donc là encore, suivre un but qu'on s'est fixé libère de la dopamine, de la même manière que si on réagissait de manière immédiate à une notification. Alors c'est marrant parce que ça rentre exactement en corrélation avec ce qu'écrivent nos 2 auteurs sur 3, puisqu'il y a également Claire Lozol qui participe. Alors je ne sais pas du coup qui a écrit ce passage autour de l'auto-observation. Ça va plaire à Sylvie Checron. Pratiquez régulièrement des auto-observations en portant une appréciation sur la qualité de votre attention. Ça c'est intéressant. Messieurs, qui a écrit ça? C'est vous, Régis? Oh là là, je ne saurais plus dire. Vous oubliez. Non, mais c'est intéressant parce que vous posez beaucoup de questions. Comment nous l'avons vous dites, avez-vous réalisé une lecture attentive de façon continue? Quelles émotions avez-vous éprouvées? Quelles sont les pensées provoquées par cette lecture? Par exemple, c'est une activité. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi la façon par exemple, de préparer un repas qui peut nous mettre en joie aussi. Enfin, il y a le fait de dessiner, de regarder la nature, j'en sais rien, mais des activités. Et peut-être s'auto-observer, c'est intéressant ce canal-là. Oui. En fait, effectivement, quand on décide de mettre volontairement son portable, par exemple, en avion ou de se mettre loin des écrans, on va se rendre compte de tout ce qui nous enrichit dans la vie.
Alors, ça peut passer évidemment par un vrai repas de qualité, mais ça peut passer également par de vraies rencontres, de vraies discussions qui nous font effectivement réfléchir et imaginer un futur possible. Ça nous permet également d'être beaucoup plus attentifs sur la lecture. Bref, et en fait, il y a la notion de plaisir qui va arriver, et surtout, enfin la notion de plaisir. Et puis, quand moi, je demande aux personnes avec qui on fait les tests de se dire, coupez un peu des écrans, comment vous vous sentez ? Mais tout le monde dit, je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus à l'aise, moins stressé, moins anxieux. Et donc, on voit bien les effets positifs, effectivement, de coupure. Alors, évidemment, on n'est pas en train de dire que les écrans sont le grand danger du XXIe siècle, mais en termes d'attention, effectivement... C'est la cata, quoi. Effectivement, ils ont un impact considérable. Ouais, parce que là, on l'a déjà dit dans Didier Noyer, c'est vrai, même dans les trains, c'est vrai qu'on voit plus de gens avec des livres. C'est hallucinant. Bien sûr. Alors moi, c'est presque avec ma fille de 3 ans, j'ai presque honte parfois, je me dis pour elle, je me dis mais quelle horreur de mettre au milieu de ces gens qui sont comme ça, avec leur téléphone, mais quelle horreur en fait, quelle horreur. Et une source de plaisir, c'est la qualité des relations avec les personnes. C'est-à-dire regarder les gens les yeux dans les yeux et partager des émotions, partager quelque chose. Et on se rend compte justement que les écrans ont dégradé les capacités d'empathie des personnes. Vous avez remarqué que très souvent, c'est intéressant ce que dit Didier Noyer. Oui, alors moi, je voulais rebondir sur ce que vous dites, parce que justement, nous, on mène beaucoup de recherches et sur l'attention qu'on porte à autrui. Et il se trouve que d'un point de vue cérébral, on a montré que c'est le même réseau dans notre cerveau qui nous permet de faire attention tout court aux choses de la vie, faire attention pendant une tâche et faire attention à autrui. Non, si, c'est la même zone du cerveau ? C'est le même réseau cérébral. Et donc, du coup, pour être empathique, pour être altruiste, pour s'occuper des autres, il faut d'abord percevoir la détresse de l'autre. Il faut donc faire attention à cette personne. Et c'est pas juste un mot en commun, faire attention à quelqu'un versus faire attention quand on travaille. Ce sont les mêmes processus. C'est quand on est étourdi, Sylvie Choqueron. Pardon, Régis, je vous coupe la chic, ma digression, ma dégraissomanie. Sylvie Choqueron. Oui, est-ce que quand on est distrait, toujours depuis que je suis petite, je suis tête en l'air. Est-ce que c'est quelque chose lié à l'inattention ou c'est autre chose ? Alors l'inattention, elle a plusieurs sources. Ça peut être soit la difficulté de maintenir son attention pendant un certain temps, soit le fait d'être très distractible et que l'attention s'échappe à chaque fois qu'il y a une nouvelle stimulation qui arrive. Donc il y a plusieurs sources à l'inattention. Et de toute façon, quand on parle d'attention et quand on parle de difficulté à faire attention, c'est toujours très important d'essayer de comprendre à quelle étape ça se passe. Parce que d'une part, on a différents types d'attention, on n'en a pas parlé, mais d'autre part, on a aussi un réseau attentionnel, un réseau d'air cérébral qui gère l'attention. Et donc, ce ne sont pas exactement les mêmes processus quand vous vous concentrez sur une tâche, quand vous essayez d'éviter un distracteur, quand vous passez d'une tâche à l'autre, etc. Il y a plusieurs... On va en parler des différents types d'attention. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, biologiquement, nous sommes pleins d'empathie. Un bébé, quand il naît, est naturellement empathique. Il regarde tout. Il regarde tout, il observe. Des études ont été menées extrêmement intéressantes où on voit un homme chargé de carton entrer dans une pièce où il n'y a que des bébés. Ils ont tous moins d'1 an. Donc évidemment, ils ne parlent pas, ils ne marchent pas. Et cet homme s'approche d'un placard et a besoin d'ouvrir le placard. Eh bien, naturellement, les enfants vont ouvrir le placard pour l'aider. Voyez ? Incroyable. Et donc, et donc, effectivement, on en a conclu que nous avons des prédispositions à la bonté humaine, à l'empathie, et que, évidemment, au fil du temps, si on va perdre ce côté empathique à cause des écrans, mais si on l'a en nous, on est en capacité de le réactiver. C'est ça qui est extrêmement... Didier Noyer, ça va loin, cette il y a un lien entre l'attention. Il y a un lien entre l'attention et ce qu'on regarde, et la vue, en fait. De focaliser son attention, c'est aussi focaliser ce qu'on regarde. La vision est le vecteur de l'attention. En fait, on regarde là où on fait attention, et on fait attention là où on regarde. Donc, il y a un lien neurophysiologique indissociable
entre le regard et l'attention. Parce que chez l'homme, on ne fait pas vraiment attention sur la base des odeurs ou sur la base du toucher. On fait attention sur la base de ce qu'on voit. Donc, l'attention dirige le regard et le regard dirige l'attention. D'où le fait qu'une fois de plus, les écrans nous nous détournent. Voilà, exactement. Ouais, nous détournent en réalité. Bien sûr. Ça fragilise du coup la capacité de faire attention. Ce qui peut détourner, c'est si dans mon environnement de travail, il y a plein de choses qui peuvent me distraire. Il y a des gens qui passent. Il y a une pile de dossiers mal rangés. Ah, puis tiens, il faudrait peut-être que je traite ça. Donc, quelquefois, si on veut focaliser son regard et son attention, on peut avoir intérêt à avoir un environnement. Eh bien, merci Didier Noyer, le champion de la transition aujourd'hui. C'est Sylvie Jocron, puisque nous arrivons pile au moment où il faut parler des types d'attention, parce que c'est quand même important. Je vous ai dit que j'étais oublieuse depuis toujours. Voilà, je suis comme ça. Ça ne se guérit pas. C'est affreux. Alors, non, Marie-Ange. Autre mythe. Tout peut évoluer, donc on ne va pas dire aux gens... J'ai tout essayé, Sylvie. Non, pas tout. Forcément pas tout. La méditation, l'hypnose, tout. Non, forcément pas tout. Ah bon Non, parce que Alors, avant de définir les types d'attention, il faut quand même rappeler à tout le monde, et ça c'est quand même un message positif, que la caractéristique première du cerveau, c'est sa plasticité. Et à tout âge. Quand on dit qu'il est plastique, c'est qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il peut se modifier grâce à l'expérience. Et donc, c'est pas parce qu'on a toujours eu du mal à faire attention dans telle ou telle situation qu'on peut pas changer ça. Donc tant quelqu'un d'inattentif peut devenir un peu plus attentif, en tout cas. Exactement. Il peut soit restaurer ses capacités attentionnelles, soit les compenser. Mais de toute façon, il y a très peu... Enfin, moi qui m'occupe de patients quand même qui ont des lésions cérébrales, du coup, pour les sujets qui n'ont pas de lésions cérébrales, mais qui ont des fragilités dans certains domaines, c'est très difficile pour moi d'entendre qu'on peut rien faire. C'est-à-dire, moi, je considère que si on n'a rien pu faire, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Mais techniquement, il y a peu de raisons d'imaginer que les choses sont vouées à persister jusqu'à la fin de la vie. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Écoutez, réglons ça après l'émission. Ce qui nous amène à ces différents types d'attention. Combien y en a-t-il, Sylvie Jocron ? Alors, on va les lister. Donc, le premier type d'attention qui est vraiment l'attention de base, c'est ce qu'on appelle la vigilance. D'accord. La vigilance. Par rapport au danger. C'est ce qui vous permet simplement d'être éveillé. D'accord. C'est-à-dire que vous savez bien que si vous avez une dette de sommeil importante, on vous conseille de ne pas prendre la voiture parce que vous n'êtes pas assez vigilant et que vous pourriez vous endormir au volant. Donc la vigilance, c'est juste être suffisamment éveillé pour traiter les informations qui sont autour de vous. C'est vraiment l'attention de base. Ensuite, on a l'attention soutenue, celle dont on a parlé, qui est la concentration. C'est le fait de pouvoir maintenir son attention pendant un temps suffisamment long. D'accord. Donc, pour certains, ça va être très court, justement. Pour d'autres, ça pourrait être plus long. C'est la plainte actuelle. C'est quand les gens disent « je n'arrive plus à me concentrer pendant longtemps. 10 minutes, une demi-heure, etc. » Ça, c'est l'attention soutenue. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'attention sélective. Ça, c'est la capacité de faire attention à une chose parmi plein de choses. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes au restaurant, la personne en face de vous est en train de vous parler. Vous, votre travail, c'est de sélectionner la voix de la personne qui vous parle et d'éliminer tous les distracteurs autour dans le restaurant. Donc ça, c'est l'attention sélective. Vous sélectionnez une information et vous inhibez tout ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est une capacité, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire ça, qui sont perdues. Exactement. Alors, en fait, pour tous ces types d'attention, il y a des gens qui ont des troubles de la vigilance, il y a des gens qui ont des troubles de l'attention soutenue, il y a des gens qui ont des troubles de l'attention sélective. Et donc, du coup, à chaque trouble, des propositions de rééducation. Ensuite, bien sûr, on a l'attention qu'on appelle divisée. C'est la capacité à faire attention à deux choses en même temps. Donc, on sait qu'on est très limité pour ça. Donc, on peut diviser son attention. Par exemple, vous conduisez. Vous regardez ce qui se passe évidemment sur la route, mais en même temps, vous écoutez le passager à côté de vous qui est en train de vous parler. Comme vous savez conduire et que contrôler visuellement ce qui se passe, c'est un peu automatisé, il n'y a pas trop de soucis. Et que c'est votre langue maternelle, la personne à côté de vous vous parle dans votre langue, vous arrivez. Maintenant, imaginons qu'on vous parle en anglais, que ce ne soit pas votre langue maternelle et qu'en plus de ça, il neige. Et qu'en plus, votre enfant derrière exactement, vous ne pouvez pas diviser votre attention. Donc, on a l'illusion qu'on a de bonnes capacités d'attention divisée, mais en réalité, c'est faux. On n'a pas de bonnes capacités d'attention divisée. Après, on a d'autres types d'attention, mais on va pas... Enfin, il y a juste une distinction. Les sous-couches, c'est ça ? Voilà. Par exemple, on a l'attention volontaire. Je décide d'aller faire attention. Par exemple, je suis vigile. Mon travail, c'est de faire attention à ce qui se passe.
À l'inverse, je vais voir une expo et là, mon attention, elle va être captée par des œuvres dans la salle de manière automatique. Donc, on peut faire volontairement attention ou bien notre attention peut être captée de manière involontaire, automatique. Le cerveau humain. Et puis, dernière distinction, parce qu'on est allé jusqu'au bout, donc je vous donne la dernière. Allez-y. On peut faire attention en ayant conscience qu'on fait attention. Et on peut faire attention de manière non consciente. Alors ça, on va en parler je vous après donne la un pause, hein. exemple. Alors, allez-y, un juste exemple avant. très rapide. Votre fille de 3 ans est en train de jouer. Vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas. Vous êtes en train de discuter derrière avec une amie. Et en fait, vous croyez qu'elle a son attention sur ses jeux. Et en fait, elle fait attention à ce que vous êtes en train de dire de manière inconsciente, mais elle a tout capté de ce qui se passait. Waouh! Eh bien, dis donc, on dirait que vous êtes une petite souris qui vivait chez moi, Sylvie Choqueron. I Believe in You par Scala. À tout de suite. I don't believe you know me, although you know my name. I don't believe the faults I have are only mine to blame. I don't believe the magic is only in the mind. I don't believe I'd love somebody just to pass the time, but I believe in you. But I believe in you. I don't believe that beauty would ever be replaced. I don't believe a masterpiece could ever match your face. The Joker's always smiling in every hand that's dealt. I don't believe that when you die your presence isn't felt. But I believe in you. 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 And if you ever have to go away, nothing in my world could ever be the same. Nothing lasts forever, but together till the end. I'll give you everything I have again and again. 'Cause I believe in you, I believe in, I believe in you, I believe in, I believe in you, I believe in, I believe in you, I believe, 'cause I believe in you. But I believe in you. But I believe in you. I believe in, I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I believe in you. I believe in, I believe in, I believe in you. I b
Et nous voici de retour dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment se reconcentrer un petit peu à la rentrée avec Sylvie Choqueron, directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild à Paris, dans Le cerveau d'eux. C'est son dernier ouvrage publié aux Presses de la Cité. Régis Rossi, illusionniste, qui est désormais conférencier, qui décrypte les émotions, qui conditionne nos perceptions. C'est passionnant, l'art de l'attention. Se concentrer dans un environnement de distraction est son dernier ouvrage chez Erol, qu'il coécrit avec Didier Noyer, spécialiste du développement des RH, des ressources humaines, qui se concentre, lui, depuis quelque temps sur la communication et le management. L'art de l'attention, donc,
qui est à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à répondre à cette demande, à cette prière, n'est-ce pas? Alors c'est vrai qu'on on a entendu ce listing, hein, cette liste effectivement de différents types d'attention et d'inattention évoqués à l'instant remarquablement par Sylvie Choqueron. Et aujourd'hui, on en parlait juste à l'instant avec vous, Régis Rossi. C'est fou à quel point la cécité attentionnelle s'est accrue depuis l'apparition de nos écrans. Expliquez-vous. Oui, la cécité attentionnelle, c'est notre très grande difficulté à pouvoir nous concentrer sur plusieurs choses à la fois. En fait, on pense y parvenir, mais notre cerveau en est incapable. Les neurosciences ont fait de gros progrès en la matière. Aujourd'hui, on est à peine 3% des gens pourraient faire plusieurs choses en même temps sans subir une baisse de concentration. Et environ 97% d'entre nous seraient donc moins vigilants et perdraient de l'efficacité. Et donc, la cécité attentionnelle, c'est un concept qui est apparu dans les années 90. C'est deux universitaires, deux professeurs à l'université d'Harvard et de l'Illinois, qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, vous connaissez peut-être cette vidéo où on voit des jeunes basketteurs se faire des passes. On doit compter le nombre de passes que l'équipe se fait. Et puis, il y a un gorille qui passe à travers. Et à l'époque, 1 personne sur 2 ne voit pas le gorille. Et quand on regarde la vidéo une nouvelle fois et qu'on sait qu'il y a un gorille, on ne voit plus que lui. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, d'autres vidéos ont été réalisées qui s'appuient sur ces travaux. Et le taux est passé de 50 à plus de 90%. Et vous disiez, Régis Rossi, que c'était la panacée pour les pickpockets aujourd'hui. Oui, alors moi, j'ai fait du pickpocket, mais du pickpocket de spectacle. Je rends ce que je prends, donc je rassure tout le monde. Encore aujourd'hui, dans mes conférences, pour venir parler de cette thématique de l'attention, il va falloir que je prouve ce que je dis. Parce que ce dont on a besoin, c'est de preuves. Ouais, vous disiez tout à l'heure, mais non, moi, je n'y arrive pas, etc. Il vous faut d'autres preuves qui vous permettent de finalement prendre conscience que c'est possible. Et donc, moi, je fais venir une personne sur scène. J'ai beau avoir 10, 100, 1000 personnes devant moi, je vais la pickpocketer et personne ne le voit, ni le sujet, ni l'auditoire. Pourquoi? Comment vous faites? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, j'oriente volontairement l'attention de mon auditoire vers une zone qui ne correspond pas du tout à la zone sur laquelle je vais pickpocketer la personne. Et donc, je rends la montre et évidemment, on se pose... Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en définitive, n'importe qui pense pouvoir déjouer les pièges d'un pickpocket et c'est quasiment impossible parce que le pickpocket a toujours un temps d'avance. Moi, j'ai pickpocketé énormément de personnes. Je suis allé jusqu'à l'Élysée, vous voyez, pour prouver qu'on pouvait pickpocketer même la personne la plus importante dans l'État. D'accord, vous êtes en train de nous dire que vous avez volé le portable de Emmanuel Macron, bravo. C'était avant lui. Bon, écoutez, on en apprend tous les jours dans cette émission Quête de Sens. Sylvie, ça vous choque pas, cette histoire? Alors non, parce qu'en fait, les magiciens et maintenant les mentalistes, les illusionnistes sont des spécialistes de l'attention. En fait, il n'y a pas de tour de magie, ça n'existe pas la magie. La magie, ce n'est rien d'autre qu'orienter votre attention sur quelque chose qui n'est pas pertinent et vous empêcher de voir ce qui va permettre de faire le tour. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les mentalistes, les illusionnistes, les magiciens s'intéressent à l'attention, enfin communiquent sur l'attention, parce que maintenant, voilà, ils mettent à profit de tout le public les méthodes qu'ils utilisent. Qui dit mentaliste aussi mémoire aussi d'ailleurs, qui joue aussi sur la... Et donc du coup, effectivement, ce que ça nous prouve, et ce qui est au cœur de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'illusion de pouvoir faire plusieurs choses à la fois dans notre vie de tous les jours. Parce que ce dont on parle là pour la magie ou pour les mentalistes ou pour les pickpockets, c'est ce qu'on vit au jour le jour. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous pouvez penser au dîner du soir, finir votre dossier, répondre aux messages, regarder les notifications sur les réseaux, tout ça en même temps, que vous y arrivez et que vous êtes parfaitement efficace. Mais c'est en fait... Vous êtes votre propre illusionniste. Vous vivez dans l'illusion que vous pouvez le faire, mais en réalité, c'est absolument impossible. Ça, c'est une info. Pour nos auditeurs, je crois qu'il faut quand même dire qu'on peut cultiver notre attention. Il y a des gens qui s'entraînent. Par exemple, pour le livre, nous, on a rencontré un arbitre de football.
Et il disait, mais moi, j'entraîne mon attention. Par exemple, je regarde les passes de tel footballeur, ou je regarde les mouvements, etc. Et je fais abstraction parce que j'ai pu avoir fait des erreurs d'arbitrage. Je n'y pense pas de ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il y a des gens qui crient à bas l'arbitre. Je focalise mon regard, mon attention sur le jeu, et ça m'entraîne. Donc il y a moyen de cultiver notre attention, puisque, comme vous disiez, le cerveau est très malléable. Et voilà, il ne faut pas perdre espoir. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai fait la même chose que vous, puisque dans mon livre, il y a un chapitre sur un aiguilleur du ciel, qui est un spécialiste de l'attention. Et donc, mais c'est la même chose pour les vigiles, c'est la même chose pour tous les professionnels de l'attention. Et effectivement, tous ces spécialistes de l'attention, eux, ils finissent par décrire que de manière totalement automatisée, ils ont automatisé la capacité à faire attention à plusieurs écrans, à plusieurs choses. Par exemple, lui, il vous parle dans un café, il ne peut pas éviter de comprendre tout ce qui se dit autour de lui, voire même de le retenir. C'est-à-dire qu'on peut exercer ses capacités, mais pour ça, il faut être un professionnel de ça. Et donc, effectivement, dans la vie de tous les jours, on n'a pas les moyens de devenir des spécialistes du multitâche et des spécialistes de l'attention divisée. Donc, il faut être très humble avec nos capacités et se rappeler qu'on a l'illusion de pouvoir le faire. On peut peut-être s'améliorer un peu, mais on ne peut pas, en tout cas, devenir comme les vigiles, les aiguilleurs du ciel, les arbitres, etc., des vrais spécialistes de l'attention divisée. L'attention s'use, S''USE, à force d'être en mode multitâche. Alors, on pense beaucoup aux mamans qui sont très concernées par ça. C'est pas que l'attention use, c'est que comme on est incapable de le faire, c'est extrêmement fatigant. Et donc, la fatigue que vous avez en fin de journée, c'est la fatigue qui est liée à cette division de l'attention et au fait qu'on essaye de faire comme si on était en train de focaliser notre attention, alors qu'en réalité, on est en train de la diviser entre plusieurs tâches. Donc, c'est ça qui est fatigant. Bienvenue dans ce monde qu'est le nôtre, n'est-ce pas, Didier Noyer, n'est-ce pas, Régis Rossi? Alors, on parlait des automatismes volontaires. Alors, vous venez de parler d'automatismes professionnels. J'ai presque envie de dire que c'est là, pour le coup, presque la raison d'être. Alors, l'aiguilleur du ciel, c'est son job. Il n'y a pas que ce job-là. Mais que fait-on de tous ces automatismes dans la vie quotidienne, de nous, autres badauds, qui avons notre vie professionnelle, notre vie personnelle, etc., à conjuguer? Régis Rossi, qu'est-ce qu'on en fait de ces automatismes? Est-ce qu'il faut là aussi faire preuve d'auto-observation? Il faut revenir à zéro? Comment est-ce qu'on fait? Quelques tips. Oui, alors, moi, je pense que ce qui est important aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est d'être en écoute active. Être en écoute active, c'est écouter l'autre sans l'interrompre. Ne pas avoir de préjugés, d'idées préconçues. Je reprends l'idée, l'arbitre international de foot, c'est Benoît Bastien. Benoît Bastien, quand il rentre sur un terrain, évidemment qu'il connaît tous les joueurs. Il sait toutes les affaires qui sont en cours. Mais lui, il le dit volontairement, je fais abstraction de ça. Je vais me concentrer pour juger l'individu et non pas la personne. Alors, et donc, être extrêmement attentif, non pas sur le vécu, sur l'histoire, sur même le ressenti, mais sur les faits. Concentrons-nous sur les faits. Et donc, il a développé effectivement cette écoute et cette attention, ce qui fait de lui, effectivement, un des meilleurs arbitres qui est très très peu décrié. Parce que, justement, je pense que c'est aussi une manière pour lui d'être extrêmement juste. Et donc, je pense que voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire, d'essayer de ne pas avoir trop d'idées préconçues sur les personnes que l'on rencontre et de se laisser, finalement, de laisser la surprise venir vers nous. On voit à quel point tout est lié. C'est impressionnant, Sylvie Chocon. Regardez, vous voyez, on parle du siècle de l'émotion, le règne de l'émotionnel. Et ça nous pollue, une fois de plus, pour faire attention, pour être attentif. Au fond, moi, c'est ce que je comprends dans ces échanges. Alors, c'est passionnant. Oui, vous voulez dire autre chose, pardon. Allez-y. Oui, non, je voulais rebondir sur la notion d'automatisme, parce qu'on en a parlé. Tout à fait. Et donc, je voulais rappeler que toutes les tâches qu'on va automatiser, par définition, dès qu'une tâche est automatisée, elle ne prend plus d'attention. D'accord. Et ça, c'est très important, parce que quand on a plusieurs choses à faire,
La seule solution pour faire plusieurs choses en même temps, c'est d'en automatiser certaines Donc ça, et c'est de bien. pouvoir mettre de l'attention dans les tâches qui nécessitent de l'attention. Pourquoi est-ce qu'on se bat pour que les enfants apprennent à déchiffrer quand ils apprennent à lire, qu'ils puissent reconnaître les lettres et attribuer le bon son? C'est que dès qu'ils auront appris à déchiffrer les lettres, ils pourront mettre leur attention dans le sens de ce qu'ils sont en train de lire. Et ça nécessite de l'attention. Et ça, c'est vrai pour tout. Pourquoi on doit encore être capable de faire du calcul mental? Parce que si on est capable de faire du calcul mental et d'automatiser les tables d'addition et de multiplication, on pourra mettre notre attention dans la résolution du problème lui-même. Ouais. Donc la seule solution pour pouvoir libérer notre attention et récupérer de l'attention, c'est d'automatiser certaines tâches et de savoir par contre quelles tâches vont nécessiter de l'attention. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'attention, c'est une fonction cruciale parce que c'est la première porte vers la mémorisation. Et on sait Vas-y, que, voilà. dès qu'on écoute avec attention, on a déjà commencé à mémoriser. C'est-à-dire l'attention, c'est vraiment l'interface entre la perception et la mémorisation. Donc, si vous percevez avec attention, vous avez déjà commencé à mémoriser. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de préserver notre attention, parce que derrière, en aval, il y a la mémoire. Et notre mémoire, elle est fragile, elle est précieuse, et donc il faut absolument qu'on arrive à la préserver. Vous avez une très bonne mémoire, Régis Rossi, ou pas? Oui, en fait, enfin, une très bonne mémoire, ce serait en tout cas, j'ai une bonne mémoire, parce que... Ça m'étonne pas. D'ailleurs, et c'est sans doute l'illusionnisme qui m'a permis de la développer. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à travailler, vous apprenez un tour, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100, puis 1000 tours de Wow. cartes. À un moment donné, j'avais plus de 1000 tours. Mais comment vous faites pour vous rappeler de tous ces tours? Eh bien, c'est effectivement avec des outils. Alors, des outils qui existent en illusionnisme et qui aujourd'hui sont davantage développés auprès du grand public. Les tables de rappel, voilà, tous les outils mnémotechniques sont des outils que tout le monde peut utiliser et qui, évidemment, font la différence. Les gens disent toujours, vous avez beaucoup de talent. Vous avez beaucoup de talent. Je l'ai entendu beaucoup. Mais je n'ai pas de talent particulier. Non, je n'ai pas de talent particulier. Par contre, j'ai beaucoup travaillé sur ces domaines-là. Sur le factuel et non pas vous faire laisser polluer par le ressenti, ça, j'ai retenu ça. Oui, c'est et puis de laisser toujours, de ne pas avoir d'idées préconçues. Alors oui, ça, c'est certain. C'est ça qui est une bonne manière de mémoriser mieux. Ça vous ouvre des portes extraordinaires. Quand vous avez des idées préconçues, sans vous en rendre compte, vous adoptez des comportements qui ne facilitent pas l'attention et donc la relation. Parce que derrière l'attention, il y a la relation et la communication. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin, pour exister, de relations. Didier Noyer, vous avez le mot de la fin. Alors, ce qui va aider aussi à se concentrer, c'est d'être clair sur qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je veux on l'a faire. Pas dit, ça. Et ça va aider justement à ne pas s'éparpiller. Merci Didier Noyer. Le rôle de la motivation. Ouais. Voilà. Et la concentration a plus à voir avec la motivation qu'avec l'effort. Eh bien, je vous remercie. C'est ce qui est important pour moi. Merci beaucoup, Didier Noyer. Le mot de la fin, non moins précieux, l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. C'est du lourd, mais c'est à découvrir aux éditions Erol. Merci messieurs. Régis Rossi, Didier Noyer. Merci Sylvie Chocron également. Merci Marion. Merci à vous. Et votre grande attention dans le cerveau de 3 petits points, votre dernier livre aux presses de la Cité. Et bien voilà, on a de quoi attaquer cette rentrée en apprenant, en réapprenant à nos enfants leur table de multiplication, en leur apprenant et en leur disant pourquoi c'est important justement pour aller plus loin après et savoir un peu faire le tri. Et les calculs, évidemment, au supermarché et plus loin, évidemment, que le supermarché, j'espère. En tout cas, c'est important d'apprendre à se concentrer à la rentrée dès maintenant, à nos enfants, et à se focaliser nous-mêmes sur les choses importantes. Moi, c'est ça que j'ai retenu aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Et à ceux qui nous entourent. Merci Sylvie, merci les amis, et à demain.